Il y a vraiment des gens chez qui la conduite moutonnière est génétique, et je veux, pour le témoigner, comme disait La Fontaine, que ce jeune type qui habitait un hameau éloigné du village et qui était un ancien 68ard venu se mettre au vert sous François Mitterrand. J'ai presque pas besoin de vous dresser son portrait, c'est tellement habituel. Aujourd'hui, il a 70 ans, des cheveux longs et blancs. À l'époque, il en avait moins de 40, les mains un peu usées par des petits boulots, maçon par-ci, vendange par-là. Il avait épousé l'infirmière du coin. Il cultivait toutes sortes de plantes, y compris celles qui se repèrent par hélicoptère. Vous savez, quand la gendarmerie n'a rien d'autre à faire. Il était de gauche dans ses moindres habitudes. Il endocrinait à table tous les neveux et cousins qui passaient, même s'ils avaient 8 ans et demi. À propos de qui? De Charles Pasqua, sa bête noire. Il était écologiste dans le genre méchant, sourcilleux, grossier même. C'était quand même le genre de type qui, invité quelque part, refusait de toucher au plat principal si c'était pas du poulet de ferme et qui buvait pas de Nescafé pour ne pas s'empoisonner avec des produits chimiques, etc. Alors là, vous allez me dire, vous qui avez une certaine admiration pour l'ancien anarchiste bouquiniste Gustave, celui qui hausse les épaules tout le temps, celui qui a des idées surtout, qui se flatte d'avoir les siennes contre la télé, vous êtes bien sévère avec ce fameux 68ard, surtout à présent qu'ils ont le même âge tous les deux. Ah là, il y a quand même une grosse différence que je vous signale, c'est l'obéissance grotesque qu'a toujours montré notre homme du hameau là-haut à l'égard des mots d'ordre tombés du gouvernement, quand le gouvernement lui convenait, c'est-à-dire celui de Mitterrand. C'est là, oui, que vous voyez la qualité d'âme de quelqu'un. Il n'en avait, lui, aucune. Ce qui m'y a fait penser, c'est la fête des voisins récemment, qui est passée presque inaperçue, tant les gens qui ne s'aiment pas n'ont aucune envie de faire la paix. Et surtout, tant ceux qui s'aiment bien n'ont aucun besoin qu'une agence ou une association leur dise quel jour ils doivent sonner chez leurs voisins pour les inviter à prendre un apéro. Chez les gens normaux, que nous sommes, que vous êtes, on n'a pas besoin d'un décret pour dire le temps à telle heure. On invite les gens à trier leurs poubelles, à faire de la prévention routière, à faire de la musique. La chose m'avait frappé à l'époque, dans les années Jack Lang, parce que ce type, là dont je parle, celui du hameau, le stalinien de village, avec son côté prétendument rebelle, avec ses cheveux dans le cou, voulait absolument que nous participions à la nuit des étoiles. C'était encore l'un de ces mots d'ordre de la gauche culturelle. Il fallait, chaque année, à date fixe, sortir son télescope pour inviter la jeunesse à mettre un œil sur l'objectif pendant qu'un conférencier local venait expliquer ce qu'on voyait. Généralement, on voyait d'ailleurs pratiquement rien, mais ce qu'on voyait, surtout, c'était à quel point il existait dans notre pays des relais locaux dès que le pouvoir ou les agences qui l'entourent avait l'idée de quelque chose. C'était pareil pour la fête de la musique, mais là, dans le cas de la nuit des étoiles, la chose était bien plus caricaturale, parce que le fait de regarder les étoiles fait partie du recueillement individuel. C'est presque une discipline intérieure depuis Aristote et Pascal. Ça se passe toutes les nuits claires, dès qu'on en a l'occasion. Mais décider que ce sera tel jour, avec 14 personnes sur un belvédère quelconque, avec des enfants qui pouffent derrière et des professeurs qui pérorent devant, le genre Uber Eats, vous savez, en plus très souvent des gens qui se disent athées de façon vigoureuse, militante, insistante pour lutter sournoisement contre ceux qui prétendent qu'il existe là-haut un grand architecte. C'est terriblement, c'est là que je voulais en venir, une idée socialiste, une sorte de maladie mentale qui a affecté nombre de gens chez nous pendant des années, dans le sillage du communisme boy scout des années Khrouchtchev et des grandes campagnes lancées par Mao Tse-tung. Vous savez, quand le pouvoir chinois décidait qu'on allait mettre l'accent sur quelque chose. Du jour au lendemain, comme ça, des bandes de jeunes débarquaient pour dénoncer les récalcitrants. Eh bien, même si nous n'en sommes pas là, même si c'est plus subtil, nous sommes victimes quand même de plus en plus souvent de ces journées de sensibilisation qui sont une façon de nous maintenir dans la malléabilité de l'élève docile, du citoyen facile à endoctriner. D'ailleurs, le mot citoyen est devenu un adjectif. Il n'y a pas pire indice de cette lèpre qui se répand. Vous l'appliquez désormais à tout, de la conduite automobile à la consommation de médicaments. Il faut adopter un comportement citoyen, un regard citoyen. Eh bien, comme disait Gustave, vous êtes gentil, mais en toute chose, nous gardons, nous, notre regard, notre conduite, et nous ne faisons pas les choses pour obéir à une agence gouvernementale, mais parce qu'elles nous paraissent justes et nécessaires là où nous sommes et au moment qui nous convient le mieux, et il n'appartient à personne de nous inviter à le faire par mot d'ordre, le temps, à telle heure. Qu'on se le dise et qu'on s'abonne. Merci.
Le maire de Saint-Barnabé, vous savez, qui est le village voisin de Campagnol, Campagnol étant paré de toutes les vertus, Saint-Barnabé c'est le contraire. Ce maire de Saint-Barnabé a réussi le prodige, à force de faire son macronien, je vous ai raconté ça, de diviser son village de 500 habitants en pour et en contre à tout propos. Et la dernière fois qu'il a été élu, ça s'est assez mal passé, c'était la fois de trop, les gens ont parlé de magouille. Une magouille, que voulez-vous dire? Eh bien une tricherie carrément, rien n'est prouvé encore, mais il y a quelqu'un qui a lancé une procédure, et si je vous en parle, c'est que ça fait 5 ans maintenant, ça passe à 4 ans, c'est non seulement que j'ai recroisé le type qui voudrait faire tomber ce maire devant le tribunal, mais que la tricherie en question fait écho à bien des choses plus récentes et plus nationales. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez nous, il n'y a pratiquement pas de socialistes, mais que la droite dure est traditionnellement opposée à celle qui s'appelle elle-même républicaine pour essayer de nous faire croire que l'autre veut exercer le pouvoir à coups de bâton. Et bien entendu, le maire de Saint-Barnabé est lui de la droite dite républicaine, ou autoproclamée républicaine, parce que c'est plus commode pour plein de choses, pour les subventions, notamment à la région. Mais cette fois-là, il avait tellement excédé la patience de ses administrés lors de son premier mandat que c'était pas du tout gagné pour lui, et que selon les différentes estimations, on donnait carrément l'opposition droite dure pour gagnante à 15%, à 35%, contre 25% de son côté. Le reste s'éparpillant dans l'écologie, ce qui signifiait la perte de son poste de maire, et ce qui représentait aussi un désastre, non seulement pour lui, mais pour ses hommes de main, qui étaient 3 ou 4. Du coup, d'après mon enquêteur, habitant de Saint-Barnabé, etc., qui le tenait d'un ancien homme de main élu, et faisant partie de l'entourage du maire, mais s'étant disputé avec lui, il y aurait eu une réunion rapide entre 3 personnes avant le dépouillement, dont l'informateur, pour magouiller un truc, je reprends le vocabulaire du délateur. Alors là c'est curieux, mais le scénario se rapproche quand même de situations plus nationales et plus récentes. Il faut imaginer la scène, on est au milieu de la journée de scrutin, la tendance semble celle qui a été annoncée, c'est-à-dire que d'après la diminution des bulletins de vote dans les isoloirs, on peut parier que la droite dure va rafler la mise. Alors soudain, l'un des adjoints au maire sortant a une idée de génie, qu'il énonce ainsi: je crois que la meilleure solution n'est pas de diminuer le score de tes adversaires, parce que personne ne croirait que tu dépasses les autres de 10%. Crois-moi, la meilleure solution, c'est de garder une avance très courte, minime, et de faire croire à un réveil écologiste, par exemple. Tu donnes, mettons, 12% aux écologistes, soit le double de ce qu'ils croyaient avoir, et du coup, ils sont tout contents. Certes, ils te feront un peu chier en réunion, dit-il, mais pas plus. Et toi, tu vas garder le poste de maire parce qu'ils ne voteront jamais avec l'extrême droite pour te faire chuter. Alors, en entendant ce récit que notre ami voulait faire parvenir au tribunal administratif, je me suis dit, et je lui ai dit, c'est quand même bizarre, ça me rappelle vraiment cette fois une situation plus récente, plus nationale, plus européenne, et l'autre m'a répondu, mais c'est une méthode vieille comme le monde. Pour continuer à régner, il faut faire croire à la basse-cour qu'elle a des ailes, et il a fait le geste du coq avec ses coudes. Il m'a dit, la démocratie, ça consiste à donner de l'importance à des gens comme Bayrou, par exemple, et le sommet de la démocratie, c'est lorsqu'ils n'ont pas assez de voix, on leur en donne pendant le dépouillement pour les réveiller un petit peu. Mais je lui dis, tu me parles carrément de trucage des résultats, là. Ben oui, c'est curieux, personne ne veut le croire, mais ça arrive. Quand tu truques les résultats en faveur de quelqu'un d'autre que toi, et les gens trouvent que c'est un peu moins grave, en quelque sorte, et le tribunal administratif regarde ailleurs, les journaux locaux aussi d'ailleurs, ils disent rien. Enfin, l'écologie, résume-t-il, ces temps-ci, on peut dire qu'elle a bon dos. Et j'estime le bon dos de l'écologie à 8 ou 10% en plus de son résultat normal. Alors évidemment, ils ne vont pas se plaindre, hein, quand le distributeur à la banque te donne plus de billets que prévu, le double de la somme, tu téléphones pas pour te plaindre. Je dis, mais tais-toi malheureux, on pourrait t'entendre.
Et là, je pense que vous m'avez entendu. Certes à demi-mot, mais un peu quand même. À bientôt, merci. Alors une fois de plus, certains vont me dire, vous ne pouvez pas arrêter un peu d'aborder, même du bout des lèvres, comme ça, les questions politiques. Ben non, désolé, dans le cadre assez étroit que je me suis assigné dès le départ, celui d'un monde villageois où tout arrive un peu atténué, mélangé à la rumeur des grillons, à la sonnerie des cloches, à celle des troupeaux qui rentrent, eh bien la politique nationale débarque sans arrêt, j'y peux rien. Par exemple, j'y peux rien si le journal du dimanche, qui trône sur le présentoir au café, le JDD, une officine de presse entièrement à la dévotion de la machine gouvernementale, depuis de nombreuses années, je n'y peux rien si ce journal publie l'appel des 72 maires dits de droite qui rallient Macron, 72 maires dont celui de Saint-Barnabé, le village détesté d'à côté de chez nous. On se demandait pourquoi ce malade mental était allé se précipiter à Foissac, vous savez, au nord du département, au mois de mars. Eh ben on le sait maintenant, comme c'est un cinglé un peu narcissique, qui risque de ne pas être réélu, comme je l'ai dit, il est allé prêter une sorte de serment d'allégeance au saint patron des narcissiques en se disant le soutien, l'approbation que j'ai pas su trouver auprès des gens modestes de mon patelin. Essayons d'aller les trouver auprès des pontes parisiens. Et ben ça a marché, c'est un calcul qu'avait d'ailleurs prévu le président, qui a toutes sortes d'équipes autour de lui. D'ailleurs, je vais vous caricaturer une réunion, comme si nous étions dans une émission parodique. Vous allez comprendre plus vite. Alors, Monsieur le Président, nos dernières études et les mouvements spontanés et glanés pendant vos déplacements sur le terrain nous montrent qu'il existe une proportion importante de petits maires un peu frustrés qui ne peuvent plus faire face, que la population déteste, qui sont lâchés par leurs appareils, mais qui sont trop orgueilleux pour claquer la porte. En plus, ils ont des crédits personnels et leur mandat les fait vivre. C'est cela qu'il nous faut, dit le président. Et il faut leur faire comprendre que mes services et ceux de l'intérieur, mais c'est la même chose, feront tout pour leur faciliter la vie et faciliter leur réélection. Mais il y a une contrepartie. Ah bon, et laquelle ? Eh ben, il faut qu'il lance un appel solennel en ma faveur. Comme ça, je montrerai que je suis pas éloigné des problèmes des Français, de la ruralité, etc. Les gens lui demandent, mais vous voyez ça comment ? Eh ben, je vois ça sous la forme d'une tribune, par exemple, dans le journal du dimanche, qui ne peut rien nous refuser, puisqu'il fait partie du groupe Lagardère et qu'en plus, il touche 1 million d'euros par an du gouvernement. Mais vous ne craignez pas, lui disent ses collaborateurs, que la ficelle soit quand même un peu grosse. Non, on a déjà utilisé des câbles de 8 et même plus gros, et personne n'a jamais rien vu. Les maires que vous avez sélectionnés, c'est un peu comme les surendettés qui sont prêts à tout pour qu'on leur rachète leur crédit. Donc vous les faites signer, moralement, et vous leur dites que leurs problèmes sont réglés à partir du moment où je peux compter sur leur loyauté à chaque fois qu'on va me parler de ruralité, de pauvres gens sur le terrain, gna gna gna, etc. À chaque fois qu'un ricaneur du genre Campagnol va dire « le président ne connaît rien à la campagne, il ne connaît pas les gens », je veux que l'un de ces maires monte au créneau immédiatement, dans le JDD par exemple, pour dire qu'il a été surpris de trouver chez moi, de mon côté, une écoute de qualité. Bon, j'arrête là c'est moi qui parle, vous avez compris le principe, mais je vous garantis que déjà dans le discours du maire de Saint-Barnabé, localement, on entend depuis plusieurs semaines tout ce que vient de dire le président dans mon petit sketch. Le type récite une leçon. Et je ne serais pas surpris que ce Matu-Vu, maintenant qu'il a l'onction du Matu-Vu en chef, finisse aux 20h de TF1 pour témoigner que sa population rurale est heureuse et unanime derrière lui, le président, dans la dévotion à l'égard du pouvoir. Mais vous allez me dire, au contraire, tout le monde le déteste. Et je vous réponds, au-delà d'1 million par an de subventions pour 400 habitants, personne ne déteste plus personne. Mais il n'aura jamais assez d'argent pour acheter tout le monde. Je vous tiens au courant dès que possible, mais il faut vous abonner pour ça avant. Merci. J'ai été très surpris l'autre jour d'avoir entendu parler
d'objets volants non identifiés au bar, en l'absence de tout complotiste de village, en l'absence de Léon, vous savez, ce mystique qui est amateur de paranormal dont je vous ai parlé, dont c'est l'un des grands thèmes. Non, il n'y avait que des chasseurs ce jour-là. On parlait au début de bécasses, comme souvent, au sens propre, hein, les vrais bécasses, hein, aucun rapport avec la matinale de LCI. Vous allez me dire, c'est ça vos objets volants non identifiés, ce sont des bécasses? Non, non, les bécasses sont très très identifiés, au contraire. Chez nous, ces oiseaux rendent les chasseurs fous, obsessionnels même, à cause de leur caractère furtif, de leur vol en zigzag, et généralement de tous les coups ratés, parce que la bécasse est l'oiseau qu'on loupe 2 fois sur 3, un peu comme les ovnis d'ailleurs. Donc ce jour-là, j'y reviens, dans la conversation du bar, on est passé des bécasses aux ovnis, je ne sais pas trop comment. Et alors là, 2 observations préalables. D'une part, le chasseur par nature n'est pas tellement crédule, il a souvent un tempérament assez sceptique, assez masculin, y compris les rares femmes chasseresses. D'ailleurs, tout ça pour dire que pour lui, le haussement d'épaule dubitatif est un comportement naturel. Donc ce qui m'a surpris ce jour-là, c'est que l'un des plus frimeurs d'entre les chasseurs de chez nous, de Campagnols, ait parlé d'un ovni carrément qu'il aurait vu dans un bois au bord d'une falaise, et immédiatement il a tenu à se présenter comme un type pas facile à abuser, donc c'est bien ce que je vous disais, et pour prévenir toute réflexion, il a rappelé qu'il avait travaillé à la DDE, nouvellement DDT, et que les lumières dans le lointain, les engins, les trajectoires, les machins dans le brouillard, il en avait vu pas mal, mais que là c'était entièrement différent. Il a dit que ça faisait dans les 10-20 mètres de long, circulaire, enfin discoïdal, avec une dizaine de feux rouges orangés qui pulsaient dans le feuillage, disait-il, et ensuite le truc s'est levé sans un seul bruit et resté stationnaire à la verticale de la falaise, à moins de 50 mètres de lui, et puis est parti à toute allure en lui passant au-dessus, toujours au ras des arbres, et là il a vu que c'était circulaire avec un phare blanc intermittent au milieu. Alors, à ce moment-là de la discussion, je veux bien que le type soit tellement dominant parmi les chasseurs, tellement influent que personne n'ait osé le contredire, mais personne non plus n'était obligé de renchérir en racontant une histoire voisine du même acabit. Or, il y a un type nommé Vincent qui a confirmé, il avait vu le même objet à la même époque avec son ami René, avec des lumières oranges, mais c'était au-dessus du Tarn, à Saint-Georges, un matin, et le journal local en avait même parlé. Alors là, il y a un type assez peu charitable au bar qui a dit « Oh, le correspondant du Midi Libre à Saint-Georges, je le connais, c'est Gilles, il est tout le temps bourré. » Alors là, il y a eu une sorte de soulagement, on communiait plus dans le mystère, mais dans la gaudriole, et le premier chasseur a dit, comme pour statuer définitivement, pour rétablir le sérieux du propos, « Il n'empêche que quand j'entends les mecs dire qu'il n'y a rien, qu'on est tous des marioles, qu'on se fait avoir par n'importe quelle lanterne chinoise, ou fusée éclairante, ben j'en ai marre. Moi, je me souviens, je me suis disputé récemment sur Internet avec un astronome qui n'avait rien vu dans l'exercice de son métier comme ovni de toute sa carrière et qui me reprochait d'être naïf. Alors je lui ai dit, la NASA n'arrête pas de détourner les caméras quand se pointe un objet lumineux inconnu autour de la station spatiale, mais vous savez mieux que tout le monde, je lui ai dit, et là le patron du bar a conclu, je suis sûr qu'il vote Macron, ton astronome, qui n'a rien vu. Et de mon côté, c'est marrant, j'ai trouvé que ça définissait très bien la nature du régime des astronomes aveugles. Abonnez-vous, merci. Je vous parle souvent de la ville voisine, je vous ai dit qu'elle avait cédé à toutes les sirènes du mondialisme, reçu des centaines de migrants de 30 origines différentes et qu'elle avait dû affronter la colère de ses plus vieux habitants qui ont entassé d'enjamber des gens ivres en rentrant chez eux sur les trottoirs.
Mais je vous ai pas dit que l'une des grandes causes de mécontentement du moment était la dette publique de la ville qui a explosé, comme on dit maintenant, et dans les années où la municipalité s'est parée des plumes du paon. Et bien maintenant, elle n'a plus que la parure d'un canard et bientôt elle arborera à peine les couleurs d'un dindon. C'est en tout cas ce que disaient déjà récemment les candidats au futur conseil municipal. Vous savez, ceux qui veulent pratiquer l'alternance et qui sont dans une phase d'alerte. Ça signifie qu'ils tiennent à dire qu'ils ne sont en rien responsables de la dégradation des finances de la ville, alors qu'ils sont du conseil municipal. Alors ils convoquent la presse, généralement chez eux, pour ne pas compromettre un restaurateur local, et ils disent que chaque habitant, par exemple, doit 1500 € pendant 20 ans, ce qui est absolument intolérable. Et ils se proposent de ramener la dette à un niveau plus acceptable. Mais ce qu'ils disent pas, c'est l'essentiel, c'est qu'ils ne font pas d'audit des finances publiques, et pour cause, parce qu'ils sont tous mouillés. Dans quoi? Eh ben, c'est ça mon sujet du jour, dans l'absence de recours au système D. Quand on est une ville moyenne, on a fortement tendance à se prendre pour une grande ville, pas forcément par orgueil d'ailleurs, parce que c'est la logique du système. Pour attirer les subventions, l'attention du ministre, pour mériter des bons points de tous les gens qui les décernent à Paris, il faut faire comme si on était dans le vent dominant. Ça veut dire quoi? Que vous invitez à grands frais des musiciens de jazz de niveau européen, voire international, qu'il faut payer cher pour un festival estival, lequel ne concerne dans le meilleur des cas que les touristes. Ça veut dire aussi que vous laissez délirer un architecte qui est le neveu d'un ministre. Ça veut dire que n'importe quel artiste contemporain qui se flatte d'avoir passé 15 jours au centre Pompidou va percevoir 30 000 € pour un presse-purée de 2 mètres chez vous. Ça veut dire enfin que le secteur local de la santé est plombé par des gens venus du monde entier se faire soigner dans un hôpital local qui avait déjà pas les moyens de faire les urgences quand elles ne concernaient que les gens tombés d'un tracteur. Alors quoi, vous allez me dire, quel est l'objet de mon petit tour de piste? Rien, il s'agit simplement de montrer que lorsqu'on prétend être l'opposition en vue des municipales, on s'arrange pour ne pas réunir une équipe formée aux mêmes combines budgétaires que la précédente. On s'arrange pour faire preuve d'imagination. Celle des temps de crise, c'est-à-dire qu'on arrête de commander 4 Peugeot neuves avec toutes les options tous les 2 ans pour le compte de la mairie. On arrête de peindre des minibus Mercedes en orange fluo pour desservir des quartiers lointains de la ville. On arrête de subventionner n'importe quelle association, à n'importe quel prix. On arrête de dédaigner le matériel d'occasion, on contrôle la réalité du travail des agents municipaux, on fait appel à l'imagination des privés, on se conduit en chef de guerre, on punit les vicieux, on récompense les vertueux, ce qui est de plus en plus rare. Ce que ne font plus les maires des villes moyennes, dont le seul but semble être de colmater les brèches du navire sans jamais mettre le bateau à quai, sans jamais prendre à témoin les passagers de l'état de la coque. Ce qui est fascinant quand on regarde la façon dont fonctionne la machine publique en ce moment, c'est qu'aucun privé n'aurait fait la même chose chez lui. Les gens, pour eux-mêmes, achètent pas cher, ils réparent eux-mêmes, ils restaurent des outils qu'ils avaient négligés, mais dès qu'ils sont élus, ils achètent du neuf. Ils emploient toutes sortes de techniciens de maintenance. Ils se retranchent sans arrêt derrière les normes pour dépenser un argent fou. Un exemple, à Campagnole, nous avons été obligés, pour les écoles, d'acheter des mélangeurs eau chaude, eau froide, avec 4 ou 5 labels de conformité pour que les enfants ne se brûlent pas en se lavant les mains après la récré. Or, 1 sur 2 de ces enfants à la maison avaient encore un robinet normal, eau chaude, eau froide, et les parents ne téléphonaient pas à la DAS pour réclamer une aide au changement de robinet, que je sache. Abonnez-vous, merci.